La Bretagne possède une histoire vestimentaire extraordinaire. Et cependant, au dernier siècle, dans une indifférence presque générale, le trésor vestimentaire breton a failli se perdre à tout jamais. L'épisode de rejet des Bretons pour leur habit traditionnel a affecté profondément ceux qui vivaient plus intensément que d'autres la culture de leur pays. On a été jusqu'à brûler les vieux costumes. Devant ce véritable iconoclasme, loin de se laisser déconcerter, des gens comme Lallès et Creston se sont empressés de dessiner le costume breton et d'archiver ce qui pouvait encore l'être. Puis les années, les guerres ont passé, et les préjugés avec. Dans les années 50-60, la culture bretonne va connaître un véritable renouveau. Les Bretons ont gravé leur histoire dans le cristal de la roche. Les boiseries sont de véritables encyclopédies. Pour l'étoffe, c'est une autre histoire. En effet, les tissus locaux ont trouvé leur ennemi naturel, le temps. Ce temps qui a inexorablement dégradé la fibre végétale. Hélas, pour les costumes, on a beaucoup oublié, perdu de nombreuses techniques. Dans certaines régions, tout ou presque fut à réapprendre, à redécouvrir. C'est un véritable travail d'investigation qu'ont mené les historiens, les couturiers du pays, les cercles celtiques et les confédérations bretonnes. On a fouillé les greniers, visité les églises, les musées. On a interprété les toiles, lu et relu l'œuvre de Lallès. Dans les festivals, les jeunes Bretons arborent fièrement les répliques des costumes de leurs aïeux. Nous irons à leur rencontre sur les lieux des manifestations d'été pour comprendre leurs motivations, leurs implications. Certainement oui, aujourd'hui le costume breton renaît de ses cendres. Mais l'affaire est-elle gagnée pour autant ? Le costume en Bretagne, c'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Les sources très très anciennes sont malheureusement extrêmement rares. On en a quelques exemples quand même, notamment dans l'église Notre-Dame à Saint-Michel, à Quimperlé, où là il y a des magnifiques sablières qui représentent à peu près, il y a une quinzaine de figures de personnages qui sont coiffés du fameux chaperon. Alors, le chaperon a été porté jusqu'à la fin du XIIIe siècle en Bretagne. C'était une coiffure paysanne et qui était portée autant par les paysans que par les paysannes. Ça nous donne quand même un élément de départ. Parce que ce qui est quand même assez intéressant lorsque l'on étudie le chaperon, c'est la terminologie des différents termes qui ont été retrouvés. Déjà, dès le départ, on a ici une fente qui est verticale, qui laisse passer le visage et qui s'appelle déjà la visagière. Ensuite, on a ce qu'ils appelaient une têtière et qui se prolongeait par une espèce de pointe assez longue. Mais ce qui est assez curieux, c'est que cette pointe s'appelait la cornette. Et là, on a déjà deux termes qui ont traversé les siècles et que l'on va retrouver, puisque une cornette portée au début du XXe siècle est effectivement une coiffe qui se termine avec deux ailes qui se rejoignent la plupart du temps de manière conique à l'arrière de la tête. Voilà. Donc on a déjà certains éléments qui nous montrent que dès le Moyen-Âge, certains éléments étaient déjà en place. Un autre élément frappant que l'on trouve dans l'église de Rospordin, la mise au tombeau, une mise en scène en bois bien entendu. Et là, on voit une femme du peuple, une paysanne, qui a déjà une coiffe. Cette représentation de la descente au tombeau date de la fin du XVIe siècle. 300 ans plus tard, on va retrouver exactement ces mêmes coiffes dans la région de l'Opérette et dans tout le nord du Léon. Donc là, on a des choses qui ont été mises en place et qui ont perduré à travers tous les siècles. Il y a ça, il y a toute la statuaire, bien entendu, de pierre, ou de bois aussi dans les églises. En ce qui concerne le costume masculin, c'est souvent représenté à travers les fameux Saint Isidore, que l'on retrouve avec des gilettaines, des chuppennes relativement longs, les fameux bragoubras, les guettes. Et puis ensuite, on a les écrits. Alors les écrits arrive au début du XVIIe siècle, à travers les inventaires après décès, par exemple, ou les greffiers, lors des procès criminels, et choses comme ça, sont marqués « femme portant la coiffe de Beuzec-Capcizin », par exemple, ou « femme
en coiffe d'artisane de Quimperlé, femme en coiffe paysanne de Logona d'Aoulas. Ce qui veut dire que dès le XVIIe siècle, il y a déjà énormément de groupes et de sous-groupes, puisqu'on en est déjà à la différenciation par commune. En ce qui concerne les vêtements, on a aussi des indications, notamment au niveau des couleurs. Alors au début, c'est grossier, au niveau du XVIe siècle par exemple, XVIe et XVIIe, c'est encore assez grossier, mais on sait que les gens appartenant à l'évêché de Quimper privilégient certaines couleurs dans leurs habits, et qui n'est absolument pas le même que les gens du Léon. Dans l'évêché de Vannes, ce sont encore d'autres couleurs. Donc par évêché, on a déjà une certaine différenciation. Le phénomène, bien entendu, va continuer à s'accélérer pendant tout le XVIIIe, où là, on va avoir des différenciations majeures qui vont s'opérer, des pays, des brouillous qui vont se former, des guises qui vont s'affirmer. On peut considérer que la plus belle époque du costume breton, au moment où il est à son apogée, c'est justement l'époque à laquelle Lallès va consacrer 2 ans pour les croquer, justement. Tous les amateurs de costumes connaissent François-Hippolyte Lallès, à qui l'on doit une remarquable enquête effectuée vraiment sur le terrain en 1843 et 1844. Il a fait 2 fois une sorte de tour de la Bretagne, à la demande d'un éditeur qui s'appelait Charpentier, qui est un éditeur lithographe de Nantes, qui a confié donc à Lallès une enquête dessinée. Donc le rôle de Lallès, c'était de faire un tour de Bretagne et puis de représenter ce qu'il voyait à l'aquarelle, au dessin, au crayon. Et ça a donné lieu à l'édition d'un remarquable album qui montre véritablement un état de ce qu'était la diversité des costumes bretons, puisqu'il couvre toute la Bretagne historique, la Loire-Atlantique, Loire inférieure à l'époque comprise. Il nous montre ce qu'était véritablement la réalité, la diversité de ces costumes dans les années 1840-1850. La Bretagne, d'abord, vit une période de prospérité. L'agriculture va bien, on n'est plus en guerre contre l'Angleterre, il y a plein de paramètres comme ça qui font que quand tout va bien, eh ben, on a envie de se faire plaisir et on a envie de s'habiller. Voilà. Le commerce marche bien, les échanges marchent très bien aussi, donc on a aussi des matériaux nouveaux qui vont arriver en Bretagne et les Bretons vont s'en servir pour embellir leurs costumes. Parce qu'on a souvent dit que l'épanouissement du costume était dû à l'arrêt des lois somptuaires. Et il faut savoir que les lois somptuaires en Bretagne, qui réservaient les plus beaux tissus à la noblesse, n'ont jamais été respectées en Bretagne pour la simple et bonne raison, c'est que le Parlement de Bretagne ne les a jamais acceptées. Voilà. Bon. Mais de fait, évidemment, la paysannerie ne s'habillait pas avec les mêmes matériaux que la noblesse, bien entendu. Mais c'est surtout l'apport de matériaux nouveaux, comme par exemple comme le tulle. Le tulle, d'un seul coup, a remplacé le lin ou le chanvre pour les coiffes. Et le tulle permet la broderie. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette exubérance. Beaucoup de nouveaux tissus sont arrivés avec des couleurs, justement. Le milieu du XIXe siècle égale aussi l'arrivée du train en Bretagne jusqu'à Brest. Donc toute la Bretagne était donc parcourue par tous ces colporteurs, que ce soit à cheval, en voiture ou par le train, et inondait maintenant tous les marchés bretons. Les très beaux costumes sont réservés bien évidemment aux événements. Le plus grand événement, c'est le mariage. C'est là où les mariés sont sublimés. Après, sinon, il y a tout le reste. Il y a les communions, il y a les pardons, il y a toutes les fêtes religieuses où tout le monde a envie de paraître et tout ça. Voilà. Mais à côté de ça, dès le lendemain, ceux qui faisaient la une par leur somptuaire costume redevenaient des paysans et remettaient des costumes tout à fait ordinaires, voire complètement élimés pour le quotidien. La coiffe a eu 2 raisons. La première, tout simplement, pour protéger la tête des intempéries, que ce soit du vent, de la pluie, de la neige, autant que du soleil, de la réverbération.
Ensuite, il y avait aussi la religion qui rentrait en ligne de compte, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il fallait aussi cacher la chevelure, comme l'appelait Père Jacques Azélias, ces allumettes du diable. Il fallait les cacher pour ne pas tenter les hommes. Voilà, ce sont les deux rôles de la coiffe. La coiffe, bien entendu, était portée tous les jours, 365 jours par an. Il était formellement interdit de sortir, comme on disait, en cheveux. Ça ne se faisait pas. Et même à l'intérieur de la maison, si on ne portait pas la coiffe qui pouvait être des fois un petit peu embarrassante pour les tâches ménagères, on restait toujours en sous-coiffe ou en bonnet, mais jamais en cheveux. Jamais, 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 jamais. La coiffe, c'est l'aboutissement du costume. Ça termine un costume, ça termine une silhouette. Dans une foule, on voit les coiffes, on ne voit pas les costumes. Les costumes sont cachés les uns les autres et tout ça. Elle est à hauteur d'œil, tout simplement. C'est à cette coiffure-là que l'on va tout de suite savoir, identifier d'où est la personne que l'on a en face de soi. Et on va avoir aussi son statut social, son degré d'aisance ou pas. Et tout ça se voit uniquement dans la coiffe parce que chaque coiffe représente un groupe humain, généralement une commune. On ne pouvait pas non plus aller discuter avec des personnes de qualité supérieure à soi, et tout ça, ça se remarquait par le costume. La hauteur des velours et aussi des broderies montrait le degré d'aisance de la personne, et comme ça, rien qu'avec un seul coup d'œil, on savait si on pouvait aller s'adresser à cette personne ou à une autre, ou pas du tout au contraire, parce que sinon, ça aurait pu être elle aussi qui aurait été vexée de parler à quelqu'un comme moi. Voilà. Toute cette tradition du travail vestimentaire aurait disparu sans l'intervention des collectivités, mais également des passionnés. Vers le milieu des années 1800, Lallez répertorie l'événement breton avec une grande précision et une remarquable exactitude. Les études sérieuses qui suivront s'inspireront en majorité de son travail. René-Yves Creston, qui s'inscrit dans la continuité de Lallez, étudie scrupuleusement son œuvre. Il va à son tour faire un inventaire magistral du costume breton. À la fin de sa carrière, Creston devient conservateur du musée départemental breton de Quimper. Il y crée des salles d'exposition permanentes, spécialement dédiées aux costumes du pays, perpétuant ainsi le travail de ses prédécesseurs. Quimper était le lieu où, en France, pour la première fois, dans un musée, on s'est intéressé aux costumes régionaux, aux costumes populaires, aux costumes quotidiens, et on a voulu le montrer. Alfred Beau et son collègue conservateur de l'époque, qui s'appelait Foulquier, ont été très ambitieux, puisqu'ils ont représenté, non pas les costumes dans des vitrines séparées ou à plat, mais ils les ont tous présentés sur des mannequins dont les têtes et les mains étaient faits en céramique. Nous sommes à Quimper et Alfred Beau travaillait bien sûr à la manufacture de céramique. Ces visages, ces mains étaient réalisés d'après des modèles que l'on a fait poser, donc ça avait un caractère réaliste très 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 marqué. Et chacun des costumes est rentré à cette époque dans la collection. On a formé finalement la collection dans cette perspective. Et en 1884, cette sortie de noces en Bretagne a été présentée. C'était la première présentation de costumes traditionnels dans un musée en Bretagne et même en France. Une présentation très ambitieuse puisqu'il y avait 44 mannequins. Et donc c'est un document extrêmement intéressant pour l'histoire de l'art en Bretagne et pour l'histoire également du costume. Il y a l'intérêt des tableaux, des représentations artistiques des costumes, c'est souvent leur apport documentaire. Les artistes, les peintres nous montrent des costumes en situation. Nous montrons dans les salles des costumes sur mannequin, les artistes nous les montrent en situation. Celui qui est derrière moi nous montre par exemple des dentelières de Bezac-Conques, c'est un tableau de Delobes, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé à Concarneau et dans la région. Son témoignage est tout à fait authentique. On sait que ce qu'il montre, il l'a effectivement vu, donc on peut lui faire crédit à la fois sur la réalité du costume, mais aussi sur l'attitude des personnages qu'il représente. Ces tableaux ont également souvent un intérêt pour les gens qui aujourd'hui veulent faire du costume. Ce tableau nous montre des dentelières qui sont en train de réaliser des dentelles qui vont servir à la confection des coiffes. Et aujourd'hui, il y a encore bien sûr des artisans, il y a encore des personnes qui réalisent ces textiles, qui réalisent ces dentelles pour la confection de costumes. Aujourd'hui, les membres des cercles celtiques, ceux qui défilent dans des grands défilés, comme le festival de Cornouailles par exemple, ne portent que relativement rarement des costumes authentiques, parce que le costume authentique peut être
abîmés par la pluie, etc., ou par les mouvements. Donc ils cherchent effectivement à refaire des costumes. Ils vont bien sûr venir dans les réserves du musée départemental breton ou dans les salles du musée départemental breton pour y trouver des objets originaux qui vont servir de modèles pour la réalisation de patrons, mais ils vont également s'inspirer de ces tableaux, du fait justement de l'authenticité du témoignage apporté par l'artiste sincère qui a vu et qui a représenté ce qu'il a vu. Il faut se rappeler que le costume breton a été largement abandonné à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En gros, bien entendu, il y a eu des exceptions, ça a continué, ça a perduré. Le costume était tombé totalement en désuétude, on les brûlait, on les mettait dans des cartons, ça partait à la jaille, voilà. Bon, il n'y avait aucune considération. On avait beau essayer, même pour certains passionnés, d'essayer d'en chercher chez des brocanteurs ou des antiquaires, ça ne les intéressait pas, ils n'en avaient pas, ils n'en cherchaient même pas. Voilà. Donc on en était là il y a 40 ans. Ils ne sont pas partis de rien, ils sont partis de moins que rien. Parce que les gens ne voulaient pas qu'on mette en valeur toutes ces traditions, qui avaient aussi une connotation un peu douteuse, parce qu'il y avait eu des liens avec les Allemands. Et quand j'ai discuté avec des créateurs de cercles, eh bien, pour eux, ça a été très dur. Nous, on arrive, tout est fait, j'ai envie de dire, notre génération. On leur doit beaucoup. Maintenant, nous, on a pu s'occuper d'autres choses, la qualité des spectacles, la formation, la transmission. Mais eux, ils ont vraiment œuvré pour reconnaître tout ce milieu-là. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Kendar s'est créé pour regrouper l'ensemble du mouvement culturel breton, et par un phénomène de spécialisation et puis aussi de conflits. Il y a eu quelques scissions, et puis Sonnerion, enfin ce qui est aujourd'hui Sonnerion, ce qui était hier la Bodadeg Arsonnerion a pris son envol, Varleur s'est créé, la Falsab a également pris son autonomie, mais il faut savoir qu'effectivement Kendar regroupait toutes ces entités au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Kendar, ça signifie maintenir, donc on est vraiment dans cette notion de continuité, de lien entre le passé et puis le futur, une culture qui est vraiment les deux pieds dans les traditions, mais vraiment résolument tournée vers l'avenir. On est à Kendar 120 cercles, 40 chorales, ça représente environ 15 000 sympathisants. Qui sont implantés sur les 5 départements bretons bien évidemment, mais aussi en Île-de-France. On a une fédération relativement puissante et dynamique sur la région parisienne. Oui, Varleur a été créée il y a bientôt une cinquantaine d'années. Elle est issue, comme beaucoup d'associations en Bretagne, de scission. Et puis on a suivi a priori des musiciens qui ont souhaité créer l'ancienne BS, Bodadeg Arsonnerion. Puis évidemment, au sein de cette fédération de musiciens, on n'était pas très à l'aise, et donc on a recréé une autre fédération vraiment à destination des danseurs. Le nom Varleur, que certains disent aussi Warleur, il y a deux façons de prononcer le mot, signifie sur l'air, sur l'endroit. Et donc c'était effectivement l'endroit où on faisait le battage, mais où aussi on se retrouvait pour danser. La Confédération Varleur regroupe 6 fédérations départementales, donc les 5 départements bretons, mais aussi la fédération d'Ivrette, qui signifie à l'extérieur de la Bretagne, donc sur toute la France. On a environ entre 10 et 15 cercles d'Ivrette, et ensuite on a environ 45-50 cercles sur les 5 départements bretons. Ça représente environ 5000 adhérents, si on tient compte des danseurs, mais aussi des musiciens, des personnes qui s'occupent du patrimoine vestimentaire des groupes, les brodeurs, ceux qui font la couture, les amis d'honneur de coiffe, tous les sympathisants des groupes. On arrive environ à 5000 personnes. Il y a énormément de petits métiers qui ont été réappris. Ce sont les passeurs de mémoire, heureusement, qui ont permis tout ce renouveau du costume breton. Ah oui, c'était vraiment complètement ringard, à tel point qu'on m'a même traité de brisato quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Ma grand-mère paternelle, à qui je voulais récupérer le costume puisqu'elle ne le portait plus sur la fin de sa vie, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces chiffons-là » Elle me traitait de pilaware, quoi. Une trentaine d'années peut-être maintenant, Viviane Elias avait lancé le premier cours de broderie en Bretagne, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Et puis on s'est retrouvés à 2 filles et 4 gars, donc 2 filles du cercle de Pont-l'Abbé, de jeunes. En garçon, Raymond Lelal, Jean-Michel Perenec, Pascal Jaouen et moi-même.
Et puis c'est à partir de là qu'on nous a demandé pour animer des stages. Moi j'ai commencé par Kendall et puis Varleur aussi. Donc ça a commencé, c'était un samedi par-ci, un samedi par-là. Et aujourd'hui, on est quand même plusieurs à animer des stages de broderie et on a du mal à satisfaire la demande, tellement il y a un renouveau pour cela. Les gens veulent se réapproprier le temps et puis surtout la beauté des choses. Le cercle celtique, c'est une école de vie. C'est une école où on apprend bien sûr la danse, la musique, le chant et tout ce qui tourne autour, mais on apprend aussi une façon de vivre, on apprend le respect des autres, on apprend la tolérance, on apprend aussi l'envie de créer un projet artistique commun. C'est le respect de l'autre et c'est toutes ces valeurs que le cercle apporte à toute cette jeunesse. Le costume breton, c'est vrai que c'est un élément important de notre patrimoine, de nos traditions. C'est vraiment, on va dire, l'image. Pierre Elias disait Cambro, Canguise. Alors la guise en breton, c'est le costume, c'est le mot breton pour dire costume. Donc quand on a abandonné justement le port du costume traditionnel, on se déguisait. Alors on dit maintenant que les gens sont déguisés quand ils sont en tenue traditionnelle. Ben non, c'est le contraire. C'est les autres qui sont déguisés. C'est une carte d'identité donc historique, une carte d'identité géographique bien évidemment. On a 60-65 grandes modes de costumes, mais après avec les différentes déclinaisons dans chacun des terroirs, on peut dire que dans les dernières modes, donc dans les années 1950, on arrive à 250 costumes différents. Donc c'est précis, on sait exactement d'où vient la personne. Il y a toujours un détail, un élément du costume qui va nous montrer qui on est, où on est, qui on est exactement, quelle place on occupe dans la société, parce qu'on affiche aussi sa richesse sur son costume, ça c'est important. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui fait un costume, de faire un costume plus riche que ne permet le rang social de celui qui va le porter. Et ça, là-dessus, on ne transigeait pas, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, en 2015, si on veut porter des vêtements de marque, eh ben, on met les sous de côté qu'il faut. Tandis qu'autrefois, on s'habillait selon son rang. Et c'était ça le côté intéressant. On avait en face de soi quelqu'un en costume, on savait qui c'était, mais à tout niveau, quoi. Sa place dans la société, est-ce que c'était un bourgeois, un gros commerçant, un artisan, un agriculteur, un marin. On pouvait vraiment l'identifier par son costume et c'est ce qui fait que c'est vraiment l'image première qu'on ait de notre région aussi. Et puis image complètement justifiée. Les costumes qui font référence, effectivement, sont souvent des costumes cornouaillais. On voit rarement autre chose qu'une bigoudaine ou qu'une coiffe de Pont-Aven, si on parle de plus petite piaque ou autre chose. L'évêché de Cornouailles, c'est un ensemble de terroirs et un ensemble de guises, dans les guiziou, si on met au pluriel, un ensemble de modes différentes. Il y a le pays Pensardine, il y a le Cap, il y a le pays Glazic, le pays Rouzic, ça va jusqu'au nord, jusqu'à la frontière avec le Léon, Plougastel d'Aulas. Et on a forcément le pays Bigoudin qui est aussi l'image d'Épinal de cette région. Et là, on ne peut pas parler de Cornouailles sans parler de Pont-l'Abbé et des Bigoudaines, c'est évident. Le cercle celtique Arvro-Bigouden a été créé officiellement en 1954, mais c'est un cercle qui existe déjà depuis longtemps. Les premières traces qu'on retrouve, c'est 1906. Et on va le retrouver dans les années 20, on va le retrouver dans les années 40, et l'existence légale, c'est 1954. Voilà, et depuis 1954, il a d'abord adhéré comme tout le monde à Candarle, et puis après, il a changé de confédération, il est allé à Varleur. Alors, le cercle est composé de plusieurs sections. Il y a le groupe enfants qui aujourd'hui prend une place énorme, puisqu'ils sont plus de 50 enfants avec 10 petits garçons, ce qui est formidable, parce que des fois la parité est un peu délicate. Donc on a un groupe enfants aujourd'hui qui marche du tonnerre. Il a toujours très très bien marché depuis 30 ans qu'il existe. On a un groupe adulte on a aussi près de 45 danseurs, donc il fonctionne très bien. Et puis après on a un groupe de brodeuses, un groupe de couturières. On porte toujours le costume bigoudin. Jusque dans les années 1960, les filles du cercle celtique portaient le costume contemporain, en fait, que les jeunes filles qui portaient encore la coiffe dans les campagnes portaient. Donc elles étaient avec les dernières grandes coiffes, les gilets brodés.
Et quand il y a eu moins de jeunes filles à la campagne à le porter, là elles ont décroché, elles se sont permis de porter d'autres choses, de porter des costumes de travail, des costumes noirs. Et petit à petit, à partir des années 1980, on a commencé à créer des reconstitutions. Notamment, c'est Le Cheval d'Orgueil qui a été un gros déclencheur en fait, le film, où il a fallu recréer pour les besoins du film de Chabrol des costumes. Et là du coup ça a enclenché une nouvelle réflexion au sein du cercle et on s'est mis à reconstituer des costumes, ce qui est formidable en termes de préservation du costume ancien évidemment. On met en valeur les différentes époques de la coiffe bigoudaine, parce qu'au 19e siècle, elle était toute petite, elle faisait quelques centimètres. Elle a grimpé comme ça au fil des ans. Donc, on présente les costumes, les petites coiffes de la fin du 19e siècle. On présente les costumes des années 20, donc une coiffe qui fait une vingtaine de centimètres. Et puis les dernières modes avec les grandes coiffes qui font près de 40 centimètres. Donc, c'est vraiment par un travail de collectage de pièces anciennes, de photographie, d'études, d'analyse stylistique et technique des points qu'on a pu retravailler ces coiffes-là notamment. Tous les derniers costumes de mariage du XXe siècle sont orangés ou jaunes. Mais ça reste un vêtement d'exception. Il y avait peu de femmes quand même qui se mariaient en costume brodé parce que c'était des costumes de familles aisées, de familles riches. Donc il y avait beaucoup de femmes qui se mariaient en costume noir avec des perles. Donc les cercles ont beaucoup porté ça. On a créé une sorte de stéréotype de la bigoudaine en jaune ou en orange. Mais il faut savoir que traditionnellement, c'était pas quand même les gilets les plus portés. Il y a une vingtaine d'années, c'était absolument ringard de faire partie d'un cercle celtique. Même les anciennes bigoudaines nous le disaient. Marie Alembourg, la dernière femme à avoir porté la coiffe à Pont-l'Abbé, qui est morte l'année dernière à 101 ans, nous disait que dans les années 70-80, les jeunes lui jetaient des cailloux. Voilà, parce que c'était vraiment quelque chose de honteux, d'arriéré. Donc voilà, quand moi j'étais petite, on n'en parlait jamais. Et aujourd'hui, les jeunes sont absolument fiers de ça, fiers de leur culture et vraiment à l'aise dans leur basket. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec plein d'enfants qu'on ne pouvait pas habiller, donc on a demandé aux parents en fait, de s'investir de cette manière en faisant la coiffe et le costume, et on a gardé ça, et finalement ceux qui restent, ils sont plus que motivés parce que pour investir en temps et financièrement dans un costume, les parents demandent plusieurs fois aux enfants si vraiment c'est ça qu'ils veulent faire, quoi. Pour donner une idée, on a des ateliers de couture pour aider en fait les mamans ou les grands-mères ou les tatas à faire les vêtements. Ça met 7-8 mois pour faire le costume et en parallèle, certains, il faut qu'ils fassent la coiffe aussi, quoi. Pendant plusieurs années, pendant 13 ans, j'ai été salariée de la Confédération Varleur en tant qu'intervenante en broderie dans les cercles et les festivals. Et depuis l'année dernière, en fait depuis un an au mois de juin, je suis travailleure indépendante, donc je me suis installée à mon compte. Et j'ai souhaité développer donc toujours ce côté enseigner et transmettre aux groupes qui me le demandent. Donc j'ai des demandes de groupes qui me font intervenir dans leur cercle pour de la reconstitution de costumes. Certains s'occupent des tissus, de trouver les matériaux qui vont servir à la confection couture. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est broderie. Sur les costumes traditionnels anciens qu'on a retrouvés, ils étaient brodés soit en fil de soie, assez rarement, ou en rayonne, qui était un fil synthétique qui remplaçait la soie parce que ça brillait autant. Nous, la rayonne perlée, comme on utilisait là, n'existant plus, on a fait les broderies au coton perlé. En fait, vu de loin et quand c'est porté, on peut pas... Enfin voilà, on a toujours essayé à Pont-l'Abbé de faire de la reconstitution au plus près du réel et de la pièce qu'on a en modèle. On a fait beaucoup de recherches sur les métiers dans le pays bigoudin, dont les métiers du fil et du textile, en collaboration avec le musée de Pont-l'Abbé. Et en fait, il n'y avait pas tant que ça de brodeurs hommes. On imagine bien qu'ils n'avaient pas tout le boulot des gilets et les femmes rien, quoi. Donc on suppose quand même que même s'il y avait beaucoup de brodeurs, il y a dû avoir des femmes qui ont brodé des plastrons, mais bon, ça, on n'en a pas la preuve, entre guillemets, puisque la légende, ou en tout cas l'histoire veut que ce soit les hommes, et en plus les plus connus, c'était des hommes, comme les grands cuisiniers, les grands brodeurs sont des hommes. Dans tous les terroirs, chacun a sa spécificité. Je crois que ce qui a fait que le pays bigoudin est le plus emblématique, c'est parce que le port de la coiffe a duré jusqu'à nos jours, même s'il ne reste plus que 3 ou 4 bigoudaines qui portent la coiffe aujourd'hui. C'est cette image-là qui est devenue quelque chose d'emblématique, mais en même temps, après, est-ce que c'était plus qu'ailleurs ? Je ne suis pas sûre. Ailleurs, ils avaient aussi, quand ils portaient leur coiffe, ils avaient leur spécificité dans chaque terroir. C'est parce que c'est la coiffe qui est restée le plus longtemps et la plus connue, sans doute la plus médiatisée, on va dire aussi.
Et glazik en breton, c'est le petit bleu. Petit bleu à cause du drap bleu, on a un exemple ici là, qui constitue le fond de ce costume. Alors, l'histoire de ce drap bleu, ça nous ramène à l'après-guerre napoléonienne, où des tailleurs du pays de Quimper ont racheté à l'armée des stocks de tissu bleu pour confectionner leurs costumes. Et c'est là que vient le nom de petit bleu, quoi. La cavalière, elle, porte le nom de sa coiffe, en fait, la borleden. Borleden, c'est le nom d'un des éléments de la coiffe, une bande de coton plissé qui donne le sommet de la coiffe, en fait, qui lui donne sa rigidité. Et par extension, donc, la coiffe s'est appelée la borleden, et la femme qui porte la borleden s'appelle aussi une borleden. À 25 ans, j'étais la plus vieille danseuse. Et donc, j'avais décidé d'arrêter de danser, mais je ne voulais pas quitter le cercle et je voulais me rendre utile pour le cercle. Et en me promenant au centre-ville, j'ai vu qu'un monsieur, Pascal Jaouen, ouvrait des cours de broderie et je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à broder, j'ai trouvé ça fabuleux et j'ai jamais arrêté. En loisir, la broderie pour moi c'est travailler sur les costumes du cercle de Kerfeunteun. La plus grande recherche que l'on ait faite, c'est un travail en collaboration entre les chorégraphes et donc notre équipe de brodeuses et couturières. Les danseurs avaient décidé de faire un spectacle sur le thème du pardon de Kergoat, donc sur lequel on devait retrouver les costumes et retrouver aussi tout ce qui était tenue de mendiants et autres. On est tous allés au musée voir ce tableau de près qui est immense. Je trouve que les femmes ont énormément d'expression, les costumes sont très très beaux. Bon, c'est vrai qu'au cercle, on ne peut pas dire le contraire, on a cette chance-là, c'est d'être 2 brodeurs professionnels, même 3. On a formé plusieurs personnes sur la broderie, et puis après, elles se sont lancées dans la fabrication du costume. Mais on est toujours là pour les guider. Cette transmission, elle se fait à chaque instant, et sur tous les stades. Ouais. Ça va être de l'amour du costume à la danse, l'apprentissage. Il y a tellement de manières de transmettre dans le cercle que la transmission, elle est omniprésente à tous les stades. Ouais. Souvent, on les accompagne pour la première fois qu'ils portent le costume, donc on leur apprend le nom des pièces, pourquoi cette pièce-là doit être plus ou moins serrée que l'autre. Voilà, pour certains, ça fait naître aussi un amour du costume dès le plus jeune âge. Mais c'est vrai que ça donne envie à la nouvelle génération parfois de réaliser son propre costume. Donc il y en a plusieurs comme ça. C'est pas un costume du groupe, c'est mon costume personnel aussi celui-là. Je l'ai fait pour les 60 ans du cercle. Je ne dansais plus à l'époque, mais je m'étais dit pour les 60 ans du cercle, je porterai un costume que j'aurais travaillé et que j'aurais fait. Ça a donné envie aussi à Mélanie de réaliser son costume. Et la jeune fille qui se présente comme reine du cercle cette année, c'est sa maman qui est en train de lui réaliser son costume. Et sa maman, elle a commencé avec nous à l'atelier couture. Couture, broderie, et là, elle se lance dans le costume de sa fille, donc c'est une très très grande fierté pour elle. C'est pas un déguisement, c'est pas du folklore non plus, c'est une culture, on est fiers de notre culture, on est fiers de porter notre costume et notre identité. Parce que mine de rien, ça représente aussi une identité. Moi, je suis une fille moderne et qui fait de la danse bretonne, qui, oui, porte un costume de 1870, donc du passé, mais je suis ancrée dans mon époque, j'utilise les réseaux sociaux, je suis toujours collée à mon téléphone, sauf en costume, bien évidemment, et pour moi, ça fait partie de moi. On ne s'est jamais moqué de moi, mes amis ont toujours accepté le fait que je fasse de la danse bretonne. J'ai déjà habillé des copines qui ne font pas de la danse et qui étaient toutes heureuses de porter un costume breton. Tout le territoire du Pays de la Veine, il y a plein de sortes de montages. Si on est à Fouenan, Quimperlé, Banalec, le Guiscrif, vers le nord, Élian. On a une manière différente d'agencer les ailes, mais qui sont au nombre de 4. Et qui, dans le pays de Pont-Aven, Riec et toutes les 3-4 communes qu'il y a autour, là, n'existent plus. Elles ont disparu de la coiffe. Bon, fantaisie, effet de mode. Il n'y a pas d'explication, comme dans toute l'évolution des modes en général. Le cercle de Pont-Aven porte différents costumes, notamment le costume de bord, qui porte ce nom grâce aux galons et chenilles cousus bord à bord, c'est-à-dire les uns après les autres et côte à côte. Les galons d'or et d'argent sont placés sur des rubans de satin, ce qui redonne beaucoup de luminosité à ces costumes. On porte également des costumes perlés ou brodés des années 30-40, et également un costume qu'on appelle le costume Lallès, qui a été créé à l'initiative, on va dire, de Françoise Chalulot, qui connaissait très bien aussi le peintre Hippolyte Lallès pour être très intéressée par la peinture. Et lorsqu'elle a vu ces gravures, elle s'est dit que ça serait bien qu'on copie des costumes par rapport à ces gravures.
Théodore Botrel a remis à l'honneur un costume qu'on appelle le costume de bord. Donc ce genre de costume. Et il a trouvé que c'était le costume le plus beau. Donc il l'a fait porter par sa femme. Il a été élu d'ailleurs citoyen d'honneur de la ville de Pont-Aven et c'est pourquoi il a fait la première fête des fleurs d'Agen à Pont-Aven pour venir en aide aux personnes en difficulté financière. D'ailleurs, c'est un mendiant qui tenait la bride du cheval du char de la reine. Donc la fête des fleurs d'Agen, qui s'appelait au départ le Pardon des Agens d'Or, s'est déroulée le premier dimanche d'août 1905. 15 jours ou 3 semaines après, Concarneau a trouvé que c'était intéressant et a refait exactement la même chose. Pour le repassage des cols et coiffes du pays de la Venne et leur amidonnage, nous faisons appel à 2 repasseuses qui sont situées dans la région de Quimperlé et de Saint-Yvy. C'est un métier très long, assez pénible, puisque ça demande une grande dextérité et notamment au niveau du paillage, du col. Le repassage des coiffes, c'est sans doute un petit peu moins compliqué, mais pour les cols, ça demande beaucoup d'application et des années de pratique. Les personnes peuvent éventuellement repasser elles-mêmes leur coiffe, comme les lorientaises ou ces plats, à partir du moment où on sait faire de l'amidon. Mais le col de la Venne, c'est impossible. Il faut pratiquement 1 an pour apprendre à repasser un col. Et on dit qu'il faut 5 ans pour faire une bonne repasseuse. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un métier qu'on apprend du jour au lendemain. Il faut vraiment un apprentissage. Alors à Plougastel d'Aola, c'est vrai qu'on est à la limite entre la Cornouaille et le Léon. Alors, le Léon, c'est l'évêché qui est au nord, bien sûr, puis c'est cette situation presque insulaire, c'est la presqu'île, a fait qu'ils ont gardé dans leurs costumes les couleurs qu'on avait au 19e siècle, des couleurs très vives, des bleus, des rouges, des verts, et puis ce fameux violet mauve là qu'ils appellent le mouk, chez les hommes en particulier, suivant la broderie qu'on a sur le costume des cérémonies, on aura des motifs différents. On va savoir si c'est un pêcheur, parce qu'il y aura une encre qui se promène quelque part. Enfin, chaque motif permet d'identifier la personne. Le cercle, quand il a été créé en 1946, donc c'était après la guerre, il n'y avait plus grand-chose ni dans les commerces, ni rien. Et donc, on a demandé aux filles qui étaient donc au cercle d'apporter tout ce qu'elles avaient de couleurs chez elles. Et donc, on a fait un genre d'uniforme avec des couleurs qui, en principe, on ne met pas de bleu et vert ensemble, puisque ça ne va pas. Et puis là, ça fait quand même un joli... Ouais, donc, chaque âge a un costume. Le costume de bébé qu'on porte jusqu'à 4-5 ans, qui est en bleu. Et sans être chauvine, je pense que c'est le plus beau costume de bébé de Bretagne. On a un costume donc pour petite fille. On a donc le costume de jeune fille. Elles ont plusieurs costumes différents pour les chorégraphies. Alors elles portent soit le costume de mariée noir perlé, soit un costume sans être perlé, mais toujours donc noir. On peut le mettre avec un mouchoir en tulle ou un mouchoir à carreaux, comme portaient donc les dernières dames qui étaient en coiffe. Alors quand on regarde une Plougastellenne et sa coiffe, on voit que la partie émergée, puisque à l'intérieur, on retrouve différents éléments. Voilà, donc j'ai mis donc la sous-coiffe ou bonnet bléo, donc bonnet de tête. Sur ce bonnet bléo, j'ai donc mis une dalgaine, le ruban rouge. Et donc après, j'ai donc déplié la talédaine, qui est donc la sous-coiffe. Alors nous, on cache la dentelle avec une coiffe de coton blanc.
Quand on parle Centre-Bretagne, on pense souvent au pays de la Cavotte, la montagne, Rosserenin, pays de Poher, pays d'Ardoupe et tout ça. Mais on a aussi une particularité quand on va plus vers Pontivy, ces coins-là, c'est ce qu'on appelle le fameux costume mouton blanc. Donc les tailleurs du coin ont choisi de confectionner leurs costumes dans du drap de laine blanc, justement, contrairement au noir utilisé depuis les guerres de 70 en fait. C'est là que le noir a vraiment percé partout. Et là, quelques exceptions, dont là. Et on affiche sur ce costume blanc là des bandes de velours et des poches qui ont une structure un peu particulière, toutes dentelées là. Et suivant la broderie qui orne ces poches, là on a des engagements politiques qui s'affichent aussi, quoi. Les royalistes avec leurs motifs et les autres en avaient d'autres. Et puis forcément, l'importance de la broderie déterminait la richesse du costume. Mais c'est vraiment la particularité de ce terroir-là, donc dans ce Centre-Bretagne-là. On a une autre identité dans le Trégor. Toute la côte nord, en fait, c'est une particularité. Il y a un élément du costume qui s'est développé plus qu'ailleurs, c'est les grands châles brodés. Et c'est ce qui fait vraiment la caractéristique du Nord. Et il y a le Trégor en particulier, dans le Trégor qui part de la rivière de Morlaix et puis qui va plus loin que le Guingamp, là après. Et ce qui caractérise Guingamp aussi, c'était ces grandes foires autrefois. Et pendant les foires, on dansait la dérobée dans les rues de Guingamp. Et c'est devenu un des éléments du concours, la grande dérobée de Guingamp. Et alors, le principe de la dérobée, c'est un moment donné où le cavalier se sépare de sa cavalière. Et c'est le moment que choisit celui qui n'en a pas pour venir dérober la cavalière du copain. Oui, Rennes et Saint-Malo, là, on est basculé en Haute-Bretagne. Donc Haute-Bretagne, c'est vrai que la frontière, c'est la frontière linguistique, on dit toujours, on parle le gallo et le français là-bas. Chez nous, en Basse-Bretagne, c'est le breton. Donc on a été peut-être moins influencé par tout ce qui est mode française, mode de toute l'Europe de l'Est, avec Saint-Malo, les armateurs. Donc la femme, quand elle se déguisait, donc quand elle abandonnait son costume paysan, qu'elle pouvait s'habiller en bourgeoise, là c'était du chic, quoi. C'est un ensemble qui existe depuis 1951. Il y avait d'abord le Bagad de Saint-Malo et le Bagad a été rejoint par le groupe des danseurs de la Côte d'Émeraude. Et donc on a formé ensuite rapidement cet ensemble Kick en Grogne lors des grands festivals en Bretagne. L'ouverture de la marche se fait toujours avec donc, le chênetier en costume traditionnel qui porte le costume donc, de ceux qui s'occupaient de ces chiens-là. Ce sont des gros molosses qui étaient lâchés il y a longtemps dans les rues et sur les remparts de la vieille ville pour éviter les vols, les cambriolages. Donc, le chien en ouverture de défilé, c'est vraiment une image très porteuse pour le groupe et c'est le logo de l'association depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Alors l'ensemble Kick en Grogne, c'est ce qu'on appelle une kévrenne. C'est-à-dire que ça rassemble un bagad et un cercle. On est vraiment une association commune, donc tous les spectacles et tous les défilés se font avec les deux groupes, donc le groupe de musique pour le bagad, le groupe de danse pour le cercle. Donc le cercle est affilié à la Confédération Warler et le bagad à la Fédération Sonorienne. Plusieurs fois le bagad s'est illustré en première catégorie et pour le cercle, donc on a 10 titres de champion de Bretagne et c'est vrai que ça fait un joli palmarès. Et la notion d'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est très important, aussi bien d'un point de vue artistique, parce que ça nous permet, nous, au cercle, de créer des chorégraphies qui sont puissantes, parce que la musique du bagad, c'est une musique qui est vraiment, qui a une dimension de puissance très marquée, et côté bagad, pour eux, ça leur permet aussi de se produire ailleurs que dans le cadre des concours, et puis autrement qu'en défilé. Là où notre costume a une spécificité, ça va être notamment pour les femmes, avec le bonnet à gaudron. Donc là, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tout le Clos Poulet, tout le pays de Saint-Malo, les communes de bord de Rance également, quand on va redescendre un petit peu plus vers le pays rennais. Et les spécificités par ici, ça va vraiment être cette notion d'apparat et de côté bourgeois dans les costumes. C'est vrai qu'on va avoir très très tôt, chez les femmes notamment, des coupes avec la taille un petit peu marquée, et puis beaucoup de bijoux, des choses qui rappellent vraiment les modes parisiennes. Et pour les hommes, en termes de costumes vraiment traditionnels, on a porté pendant longtemps le costume des gabariers de bord de Rance, qui est un costume de travail, qui est vraiment un costume emblématique pour Kick en Grogne. Mais on est aussi passé rapidement sur les costumes bourgeois avec le costume d'armateur.
Donc c'était un costume avec redingote, chapeau haute forme. Et là, ce sont vraiment des modes bourgeoises. Ça a été un vrai choix de la part du groupe d'aller sur ce créneau-là parce que c'est quelque chose qu'on voyait relativement peu ailleurs. Et c'est vraiment, ça a vraiment marqué l'identité du groupe depuis le début des années 2000, cette recherche sur le costume bourgeois. Mais quand on va se balader du côté de Guérande et tout ça, on a aussi des choses très particulières, des choses magnifiques au niveau du costume, des formes un peu comme on a pu dire sur Plougastel, des formes anciennes, des coupes anciennes, des couleurs anciennes, des couleurs très vives, des rouges garance, des bleus cobalt, qu'ils ont su garder dans leur costume. Puis ces grandes blouses là qu'on peut retrouver quelquefois dans les costumes de cérémonie même, chez certains, elles sont élégantes, quoi. Les coupes sont différentes, c'est beaucoup plus ample, forcément adapté à leur travail, bien évidemment. Quand on travaille dans les salines, il y a des mouvements et tout que nous interdiraient les costumes de par ici. Chez les paludiers, on va voir donc, les fameux grands chapeaux là, qui sont rabattus différemment suivant les occasions de vie, veufs, mariés, célibataires, etc. Et si on veut découvrir tout ça, d'ailleurs, il y a le musée des Marais Salants où tout est expliqué, comment on récolte le sel. Et il y a une partie intéressante justement sur l'histoire du costume qui est assez fabuleuse parce qu'elle est vraiment particulière au pays. J'ai commencé, j'avais sûrement 5 ans, ou peut-être bien encore un peu avant, parce que mon père était président du cercle, s'est occupé du groupe pendant un bon moment. Là, ma tante est présidente à l'heure actuelle. Voilà, toute ma famille s'est baignée dedans, et depuis tout petit, on jongle entre le métier de paludier et les spectacles l'été. Dans le cercle, on va porter le costume de travail et le costume de fête. Un costume blanc avec une culotte qui arrive aux genoux, et avec une grande blouse blanche, avec un mouchoir qu'on reconnaît assez facilement. Et le paludier venait l'été bosser, travailler comme ça. Il y a quelques années, j'avais monté une chorégraphie justement sur le métier de paludier. Chaque personnage un peu montrait le travail du paludier. Donc après, j'ai utilisé moi mon savoir-faire pour créer des mouvements qui vont rappeler un peu le métier. Le Morbihan, en fait, il y a deux modes principaux, c'est le pays lorientais et le pays vannetais, donc de toute la région de Vannes, Vannes-Auray, Pluneret, tout ce côté-là, Sainte-Anne-d'Auray. Le pays d'Auray, effectivement, comme c'était un endroit de passage, de rencontre, de par Sainte-Anne-d'Auray, a vu le costume plus vivace que partout ailleurs. On parlait des modes de terre, des modes à châle, des modes sans châle. Le chapeau du garçon qui est un peu différent par rapport au chapeau de par chez nous. Et puis qui a donné justement de par cette vivacité, cette présence humaine importante, qui a donné la Quévren-Allery, l'ensemble de cercle que tout le monde connaît. Alors, ça fait de nombreuses années qu'on porte plus, pour les hommes, toujours le bragou, qui était un costume scénique qui est porté pendant très très longtemps, qui est l'image de la Quévren-Allery. C'est pour ça qu'on le porte encore dans les défilés, pour le public, pour qu'on soit reconnu. C'est ça qui est important aussi, de se dire, voilà tel groupe qui arrive, parce qu'on reconnaît son costume. Ça, c'est une reconnaissance au niveau de la Bretagne, au niveau du public, qui est très importante. Mais c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on a fait le choix, au niveau scène, de ne plus le présenter et d'aller vers une autre démarche, d'adapter le costume par rapport au thème qui est utilisé sur scène. On a cette chance aussi à la Quévren d'être intergénérationnel, de côtoyer, quand on est en sortie, des gens qui sont là depuis le début, d'avoir des jeunes aussi qui arrivent. L'âge est oublié, on partage quelque chose en commun. On a cette chance aussi d'avoir eu une section enfantine il y a très peu d'années, qui prend énormément d'ampleur, où on sent au niveau des jeunes, chez nos adolescents et tout, une fierté de leur pays, de leur terroir, de porter leur costume. Alors je ne dirais pas chercher à être mieux que les autres, mais chercher à bien représenter son pays. Il y a aussi un désir chez beaucoup de jeunes de savoir, de comprendre ce qu'ils portent d'abord, ce qu'ils ont sur le dos, l'usage qu'ils vont en faire, pourquoi on avait ce costume-là, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut faire avec, donc la danse en particulier, et il y a tout le contexte socio-culturel qui va autour. Le costume, c'est une chose. Mais alors d'où il vient, comment on le fait, comment on apprête une coiffe, comment on brode, puisque ça fait vraiment partie d'une entité et puis d'une vraie culture. On le voit bien lors des parades, lors des défilés, lors des fêtes, même lors des pardons. On voit des reconstitutions de costumes et qui sont de très belles pièces, qui sont de très beaux travaux. Je pense que quand une jeune fille rentre dans un groupe, la fierté c'est d'être belle dans un costume traditionnel. Oui.
ce sont des princesses. Hein. Quand on met un costume traditionnel et qu'on fait par exemple le festival de Cornouailles ou le festival de Lorient, la fierté, ou pour un homme, c'est d'être vu, d'être fier de porter son identité, mais ce costume qui est... On a la chance en Bretagne d'avoir certainement des plus beaux costumes d'Europe, donc par ses broderies, par ses coupes, par ses couleurs. Mais quand on voit ces jeunes, oui. Après cette petite immersion au cœur d'une Bretagne vivante, plus grand monde n'oserait encore douter de la vivacité de sa culture. Ces costumes traditionnels sont revenus à la lumière. La jeunesse de la terre bretonne aujourd'hui a renoué avec ses racines. Elle s'est reconnectée avec son patrimoine séculaire. Cette jeunesse qui a relevé ses manches et travaillé dur. Qu'importe ses jours, ses heures, ses années passées sur l'ouvrage, car pour eux tout cela ne fut que plaisir. Mais ils n'ont pas été seuls. Le public lui aussi est au rendez-vous. Les costumes bretons ne sont-ils pas tout simplement magnifiques? Ne vient-on pas instinctivement à leur rencontre? Si les peintres, les photographes, les archivistes, les conservateurs n'étaient pas intervenus, aurait-on dû tout recréer, tout réinventer? L'aurait-on pu seulement? Que serait aujourd'hui le costume breton sans l'intervention de tous ces gens? Ces anciens qui ont dédié toutes leurs ressources pour sauver la mémoire bretonne. Comment regarderaient-ils aujourd'hui les enfants du pays qui confectionnent eux-mêmes leurs costumes et le portent fièrement lors des festivités d'été? Si nos arrière-grands-parents revenaient aujourd'hui, comment regarderaient-ils leur petite descendance? Avec amusement, étonnement ou admiration peut-être? Certes oui, les enfants de Bretagne ont sauvé leur culture, que ce soit leur langue, leur danse, leur musique et bien sûr leurs costumes. Et ils ne doivent plus lâcher le flambeau maintenant, car l'avenir du patrimoine breton est entre leurs mains.